très belle journée à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans les Halles. Tout de suite les titres de votre journal. C'est un procès hors norme qui débutera lundi devant les assises des mineurs de l'Isère. Le procès des meurtres de Kevin et Sofiane. Les deux jeunes avaient été tués en septembre 2012 à Échirolles après une bagarre. 12 jeunes comparaîtront, mais nous verrons dans ce journal que l'enquête n'a pas permis de déterminer avec précision le ou les auteurs des coups mortels. Et puis fini les interminables détours. La route des gorges de l'Arly entre Ugine et Flumet rouvrira cet après-midi à 16h. Elle était inutilisable depuis 6 mois. Les travaux ne sont pas tous terminés, mais la circulation peut donc reprendre avec un certain soulagement pour les usagers. Enfin, un mot de météo avec un très beau soleil pour ce vendredi. Aucun nuage à l'horizon, les maximales grimperont jusqu'à 19 degrés. C'est un événement qui avait suscité une vague d'émotions très importante dans la région grenobloise et au-delà. Les meurtres de Kevin et Sofiane dans un parc d'Échirolles en 2012. Le procès s'ouvrira lundi à Grenoble. Je vous le disais, 12 jeunes comparaîtront devant la justice. Et on attend beaucoup des débats pour tenter de mieux comprendre le déroulement des faits. Jean-Christophe Solari, Jean-Pierre Rivet et Cédric Lepoitvin. Les meurtres de Kevin Noubissi et Sofiane Tadbir le 28 septembre 2012 avaient soulevé l'indignation. 10 000 personnes rassemblées lors de la marche blanche quelques jours après la rixe mortelle d'Échirolles. Face à la demande d'une justice forte, les promesses avaient été faites. Une justice qui a écroué rapidement 13 jeunes originaires du quartier de la Villeneuve pour assassinat. Mais au fil de l'enquête, la préméditation n'est pas retenue. Les faits sont requalifiés en meurtre. Vient le temps du procès, il débute lundi prochain. 12 accusés dans le box spécialement aménagé de la cour d'assises des mineurs, 6 semaines d'audience. Et selon les avocats des accusés, un dossier bien plus complexe que la brutalité des faits ne le laisse penser. Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on a pu imaginer, une scène qui intervient en l'espace de quelques minutes pour un mauvais regard. Les choses sont plus complexes que cela. On a plusieurs rixes successives et malheureusement, une disproportion évidente dans les moyens qui ont été utilisés de la part de certains jeunes qui viennent de la Villeneuve dans les violences qui sont occasionnées, avec dans ce groupe certaines personnes qui sont de façon établie beaucoup plus déterminées que les autres. Problème, tous les jeunes sont rassemblés sous le même chef d'accusation, homicide volontaire. Or, peu d'éléments accusent un jeune plutôt qu'un autre. Personne ne reconnaît être l'auteur des coups mortels. Ça pose un sacré problème. On n'a pas d'arme qui peut attester qu'il y a l'ADN de l'un ou l'autre des auteurs. Alors on a de l'ADN, on a des preuves scientifiques, mais elles ne permettent pas d'établir le lien de causalité entre un auteur, une infraction, voilà. Donc c'est un dossier qui est un échec pour moi sur le plan de l'instruction. Alors peut-être les débats pourront-ils permettre de comprendre par quelle mécanique d'une bagarre entre adolescents on peut arriver au meurtre violent de 2 jeunes. Mais les portes du palais devraient rester closes. 2 des accusés étaient mineurs au moment des faits. Le procès devrait donc se dérouler à huis clos. 2 jeunes de 12 ans seulement ont reconnu hier avoir saccagé l'école Paul Langevin de Roussillon en Isère. Les faits avaient été découverts lundi matin par un agent municipal. Les 2 jeunes ont été repérés grâce à de la peinture présente sur leurs chaussures, la même utilisée pour vandaliser l'école. Et ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai, ils sont aussi impliqués dans d'autres affaires de vandalisme à Roussillon. Grenoble accueille pour la première fois le traditionnel rassemblement des scouts et guides de France. Ils sont là pour 3 jours avec des débats et discussions autour du réchauffement climatique ou encore l'accueil des réfugiés. Une centaine de jeunes de 17 à 21 ans sont présents. Leur mot d'ordre, l'avenir ne se fera pas sans la jeunesse. On écoute Benoît Lalire, représentant national des scouts et guides de France. Concrètement, par exemple l'été dernier, on avait une équipe de 7 jeunes qui étaient à Calais avec le Secours catholique et qui a agi auprès des migrants à Calais. À leur niveau, alors ils ont beaucoup essayé de comprendre ce qui se passait, essayé de découvrir comment eux pouvaient agir. C'est vraiment des échanges qui sont vécus à ce moment-là. Voilà, un type d'action, ça va être par exemple de mener une action visant à accueillir ou à aider des associations qui accueillent les migrants, les réfugiés dans une ville ou dans un quartier.
La trêve hivernale fixée à ce dimanche protège a priori les locataires de toute expulsion pendant les 5 mois d'hiver. Elle ne suspend pas pour autant les procédures d'expulsion engagées avant la trêve qui, elles, suivent leur cours. Exemple en Isère avec Florine Ebat et Anne Ployard. D'ici quelques jours, les expulsions de locataires indélicats ne seront plus possibles, hiver oblige. Dimanche, il sera trop tard pour les bailleurs qui souhaitaient se débarrasser des mauvais payeurs. Avec la trêve hivernale, plus de possibilités d'expulsion avant 5 mois. Un sursis pour l'occupant, mais pas une solution. Si des procédures ont été engagées, les dossiers, eux, suivront leur cours pendant ce temps-là. L'idéal, c'est que les gens viennent nous voir à la première difficulté, parce que c'est à ce moment-là qu'on aura le plus de facilité pour les extraire de cette procédure toujours difficile qu'est l'expulsion. Dès qu'on a un premier impayé, dès qu'on reçoit un courrier, ne serait-ce que recommandé de son propriétaire, il faut venir parce qu'il existe des tas de moyens de ne pas arriver à l'expulsion en sollicitant des aides, en sollicitant de l'accompagnement. Très souvent, on arrive à des procédures d'expulsion parce que les gens n'ont pas exercé leurs droits, de demander des délais, des droits auxquels ils peuvent prétendre pour les aider à payer leur loyer, donc le plus tôt possible. En 2014, le département de l'Isère a comptabilisé 2400 significations de jugement d'expulsion. Toutes n'ont pas abouti. De manière générale, 40% des dossiers parviennent à un compromis. Les 60% restants arrivent à terme. On n'a pas tendance de chiffrer en Isère, mais on sait que l'Isère fait partie des départements qui expulsent, on va dire, le plus par rapport à un nombre de locataires, par rapport à 1000 locataires. C'est-à-dire On est sur une fourchette entre 11 et 20 locataires expulsés pour 1000 locataires au global sur un marché locatif. Et l'Isère se retrouve dans les 22 départements qui expulsent le plus. Aujourd'hui, beaucoup de bailleurs souscrivent des assurances en loyers impayés. Des solutions efficaces qui n'évitent pas les poursuites en justice. Cette année, le dernier jour légal d'expulsion tombe un samedi. Et contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce 31 octobre, dès 7h du matin, les huissiers seront à pied d'œuvre. Et le logement, on continue d'en parler avec ce rappel à l'ordre de Manuel Valls. Lundi, le Premier ministre a épinglé 36 communes qui ne respectent pas leurs engagements en matière de construction de logements sociaux. 2 d'entre elles figurent en Haute-Savoie. C'est le cas notamment de Saint-Joriot, qui affiche pourtant sa bonne volonté. Marion Feutry, Maxime Kemener. Dans cette résidence, des habitations pour propriétaires privés, ainsi qu'une dizaine d'appartements à loyer modéré. Ce sont les derniers HLM sortis de terre à Saint-Joriot. Un bien rare dans cette commune qui compte 6000 habitants et seulement 230 logements sociaux. Pour avoir maintenant un HLM sur Saint-Joriot, c'est un peu dur. Même sur Annecy, d'ailleurs. Mais bon, après, moi, je suis sûre, si j'avais fait ma demande sur la commune du Faverges, par exemple, je devais avoir tout de suite. Mais sur Saint-Joriot, c'est un peu difficile d'avoir un appartement. 2 ans d'attente pour cette locataire, car la commune est en déficit de logements sociaux. Elle n'en compte que 8,5%. Bien loin des 25% imposés par la loi. Problème, impossible de bâtir de nouveaux HLM depuis que le plan local d'urbanisme a été annulé en 2010. En 2010, on est revenu à un vieux document d'urbanisme, à de vieilles règles qui avaient été établies dans les années 90 et qui ne sont pas du tout adaptées, qui ne faisaient pas obligation aux constructeurs, aux promoteurs de réaliser des logements sociaux. Donc voilà, il y a eu cette impasse juridique. Résultat, la commune figure parmi les mauvais élèves et doit s'acquitter d'une amende de 166 000 €. Et le préfet pourrait lui-même intervenir pour préempter des terrains si la municipalité n'affiche pas sa bonne volonté. La volonté politique quand même du conseil municipal de Saint-Joriot, c'est d'accueillir quand même une nouvelle population, d'accueillir des jeunes, et le logement social répond à cette exigence. Donc c'est à partir de novembre 2015, cette année, en fin d'année, qu'on va approuver un nouveau document d'urbanisme qui va pouvoir mettre en place des programmes, des actions en faveur du logement social. Autre difficulté pour la commune, le prix du foncier qui s'envole et la volonté de préserver espaces naturels et terrains agricoles. Saint-Joriot n'est pas la seule commune à ne pas respecter ses engagements. Pour une demande de logement social, 18 000 dossiers sont en attente en Haute-Savoie. Cette information à lire à présent sur notre site internet France 3 Alpes. Les truies du lac Léman de plus de 54 cm seront interdites à la commercialisation et à la consommation pour cause de PCB. Cette interdiction entrera en vigueur ce dimanche. Les autres poissons peuvent bien sûr être consommés. Plus de détails sur notre site internet alpes.france3.fr. Plus que quelques heures et les usagers des gorges de l'Arly pourront enfin reprendre la route départementale 1212 entre Ugine et Flumé. Il aura fallu patienter 6 mois avant que les travaux aboutissent. Il faut dire que le chantier était très important après la crue dévastatrice de mai dernier. Le point avec Daniel Despins et Didier Albrand.
Difficile d'imaginer qu'il y a 6 mois, toute cette portion de route était engloutie par un véritable cataclysme. 1er mai 2015, la nature se déchaîne. 200 000 mètres cubes de débris rocheux dévalent et submergent le lit de la rivière. La route est détruite. C'était un petit peu d'apocalypse sur le secteur. Donc on est arrivé, on a découvert, donc c'est très très important, glissements qui sont derrière nous et qui ont entraîné avec la crue exceptionnelle de l'Arly un départ de la route sur environ 400 mètres linéaires. Donc toute la route a été embarquée ce jour-là avec la crue et les matériaux qui sont tombés de ces glissements. Aujourd'hui, le chantier touche à sa fin. Pour ça, il a fallu reconstruire la route en la surélevant, la sécuriser et recanaliser la rivière. Donc on a réalisé toutes sortes d'ouvrages, à savoir des remblais sur une dizaine de mètres de hauteur. On a réalisé des murs en arrochement pour soutenir la route. On a réalisé des protections de falaises comme on peut voir derrière pour éviter tout événement sur la route dans les années futures. Fini la galère pour les usagers contraints de faire un long détour depuis des mois. Le train-train quotidien va pouvoir reprendre entre Ugine et Flumé, de quoi redonner le sourire aux habitants. La route par Héry-sur-Ugine était extrêmement compliquée dans la mesure où il y avait des risques également d'éboulement, dans la mesure où il y avait beaucoup de trafic et beaucoup de camions. Et donc non seulement nous perdions du temps, mais encore il y avait quand même un certain risque et un certain danger. Pour les gens qui ne connaissent pas ici, je vois il y a plein de clients qui sont un petit peu perdus, qui ne savent pas trop comment faire pour s'en sortir. Donc c'est un bon soulagement, vraiment. Reste encore 2 années de travaux pour la réalisation d'un ouvrage hydraulique de régulation du débit de la rivière. Un chantier qui n'entraînera pas la fermeture de la route. La saison d'hiver est sauvée. C'est un rendez-vous incontournable pour les gourmands et il y en a. Le salon du chocolat se déroule en ce moment à Paris. Au programme des défilés de robes en chocolat que l'on voit ici, des dégustations. On compte pas moins de 220 exposants et parmi eux, un nom connu dans la région, le chocolatier Bonnat à Voiron en Isère. Il est l'un des rares en France à torréfier lui-même ses fèves de cacao qu'il va chercher directement chez les producteurs du monde entier. Reportage d'Anne-Claire Le San et Loïc Ouex. Ces fèves de cacao, Stéphane Bonnat est l'un des seuls en France à les torréfier. C'est le plus vieux cacao du monde, celui dégusté par les empereurs mayas. Un trésor qu'il sélectionne lui-même directement auprès des producteurs. Toutes les fèves ici ont une histoire, avec par exemple là, le Maragnan, un cacao brésilien que l'on pensait disparu. Dans la jungle, je suis tombé par hasard au pied d'un cacaoyer. Nous avons refinancé la culture et désormais, il y a carrément une plantation où nous achetons le cacao à peu près 9 € le kilo, ce qui est exorbitant. C'est 5 fois le prix du cours du cacao, le prix à payer aussi pour préserver la diversité des goûts et des variétés anciennes et inciter les producteurs à ne pas succomber à la tentation, celle de produire une nouvelle variété de cacao hybride au rendement 3 fois supérieur. L'intérêt, il est double, à la fois pour conserver une qualité de produit que nous faisons au quotidien chez Bonnat, mais également de conserver les partenaires qui sont les seuls à détenir le savoir-faire pour cultiver des cacaos rares. Accompagner les producteurs, c'est aussi la démarche du label Max Havelaar. L'an dernier, près de 10 millions d'euros ont financé des programmes sociaux décidés directement par les producteurs. Une coopérative en Afrique, au Ghana particulièrement, a investi sur une maison pour faire venir un instituteur dans le village, des classes supplémentaires, du matériel scolaire, ce qui permet de lutter contre un des fléaux de la culture du cacao en Afrique, qui est le travail des enfants, et d'envoyer les enfants à l'école. Transformer des fèves en chocolat nécessite plusieurs jours de fabrication. 100 tonnes de tablettes sortent chaque année de cet atelier et en boutique, les amateurs apprécient le voyage. Il y a du Mexique, du Brésil, du Madagascar, un peu partout dans le monde. Et votre préférence, vous, pour Mexique. Pour quelle raison? Il est un peu plus puissant. J'aime bien celui qui s'appelle le Chuao, je crois qu'il vient de Venezuela, qui est très bon avec beaucoup de fruité dedans. Et après, à chaque fois, je prends plaisir à en découvrir d'autres. Si les grands crus de cacao ont leurs amateurs, en France, 80% des ventes de chocolat se font dans les grandes surfaces. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'édition des initiatives et l'on part à Dijon découvrir une auto-école qui permet de préparer virtuellement l'examen théorique. On se retrouve juste après. Un véhicule banalisé, avec juste son panneau de toit, c'est avec cette voiture que Sandra Frederico donne des cours de conduite pour le permislibre.fr, les mêmes que celles qu'elle pourrait donner dans n'importe quelle auto-école. Ce n'est pas des leçons low cost. L'avantage même, l'élève pourra garder le moniteur de la première à la dernière heure de formation
ce qu'on ne fait pas toujours non plus en auto-école. Monitrice diplômée depuis 15 ans, Sandra vient de rejoindre le réseau de moniteurs indépendants qui travaillent pour la plateforme Internet. Elle n'a plus qu'à afficher sur le site ses disponibilités et valider les leçons qu'elle a données. C'est tout, ou presque. C'est vrai que c'est un changement même pour nous qui avons connu en fait tous les dossiers, tous ces bordereaux, toutes ces fiches. Aujourd'hui, je me dis oula, c'est un soulagement et ça reste simple. Donc pourquoi de toute façon s'embarrasser plus alors que la simplicité est efficace là apparemment. Une simplicité au rendez-vous aussi pour les candidats au permis. Inscription, réservation des cours, préparation au code. Là aussi, tout se fait en ligne et c'est bien ce qui inquiète les auto-écoles traditionnelles. Tirez le volant avec votre main droite et amenez-le jusqu'à 10h20. Tout en suivant la cible, ramenez le volant en ligne droite. Ici, on peut maintenant apprendre à conduire sur un simulateur, mais toujours avec un moniteur, comme pour les leçons de code. Et pour le gérant, c'est ce qui fait toute la différence. On n'a pas le même métier et puis surtout, je crois qu'on n'a pas la même démarche. Face à ces auto-écoles virtuelles, on a plus un rapport uniquement avec une personne qui est un client. Évidemment, dans une auto-école traditionnelle, l'élève est aussi un client, mais c'est avant tout un élève. Et les moyens qui sont mis à disposition n'ont évidemment rien à voir parce que le but recherché n'est pas du tout le même. Reste qu'avec des prix affichés 2 fois moins chers, les auto-écoles en ligne séduisent de plus en plus de candidats et poursuivent leur implantation un peu partout en France. Le site du permis libre, ouvert à Lyon en février, est déjà présent sur une trentaine de départements. Et voici encore un inventeur qui remercie Internet. Ce Toulousain à l'imagination fertile a mis au point le pantalon du futur. Enfin, il le voit comme ça. Il est vrai pourtant que ce vêtement a de quoi séduire et son projet était justement tellement séduisant qu'il a trouvé des investisseurs dans le monde entier. À la fois beau et pratique, un pantalon anti-tache, respirant, imperméable, idéal pour aller au travail en vélo sans se changer. Mais Alexandre, son créateur, n'a ni usine ni capital. Pour lancer la production de nos pantalons, on a un minimum de production, d'achat, qui est de 200 pantalons par modèle. Sans quoi, le prix serait beaucoup trop élevé. Alors la solution, Internet. Lancer une campagne sur un site d'économie participative américain. En clair, il sollicite les particuliers du monde entier. Il y a 2 possibilités. C'est soit ils font un don simplement, donc par exemple 1, 5 euros ou 10 euros s'ils le souhaitent, ou soit ils ont la possibilité d'acheter en pré-vente un de nos produits. Le principe, Alexandre a 1 mois pour récolter des promesses de dons ou d'achat avec un objectif, obtenir 15 000 € des internautes. Si on atteint notre objectif à la date finale, qui est pour nous 14 novembre, à 19h, si à 19h on est à 100%, à partir de ce moment-là, ils seront débités dans les jours qui suivent. Et vous recevrez l'argent? Et voilà, nous on reçoit en général, ils mettent à peu près 1 semaine pour nous verser l'argent sur notre compte en banque. Ensuite, pour passer au stade industriel, c'est ici qu'Alexandre reviendra chercher des capitaux. Cette société de crowdfunding met en relation start-up et particuliers qui souhaitent investir, car les banques sont plutôt frileuses. Les banques interviennent quand l'entreprise est mature, solvable, donc c'est beaucoup plus tard. Elles vous prêtent à hauteur de votre capital. Si vous avez 5 000 € de capital, elle vous prêtera 5 000 €. Voilà. Ce sont des ratios bancaires. Donc pas de risque. Non, pas de risque. La banque arrive quand, en principe, elle vous prête un parapluie quand il fait beau. Malgré ce parcours du combattant, en Midi-Pyrénées, 200 startups voient le jour chaque année et plus des 2/3 vont prospérer. Et c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Je vous retrouverai ce soir à 19h pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi. Bon appétit.